En quelques mots, le podcast proposé par deuxièmeavis.fr. Pour mettre des mots sur les mots, nous donnons la parole aux patients, aux médecins et aux associations de patients. À travers leurs témoignages, ce podcast met en lumière des expériences personnelles, l'expertise médicale et le soutien associatif, offrant à chacun une vision complète et éclairée autour de maladies graves, rares ou invalidantes. Le service deuxièmeavis.fr, c'est un avis spécialisé complémentaire en moins de 7 jours, basé sur un dossier médical complet, 100% pris en charge et sans avance de frais. Notre mission, garantir l'accès à l'expertise médicale pour tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager votre parcours avec nous. Vous êtes ici pour nous parler de votre histoire. À 60 ans, vous vivez avec un cancer de la prostate. Nous rappelons que ce cancer touche la prostate, une glande uniquement masculine, située sous la vessie à la jonction des voies urinaires et génitales. Vous avez accepté de témoigner aujourd'hui pour que votre partage puisse être utile aux autres personnes confrontées à cette maladie. Comme à chaque début de nos podcasts, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, bien, donc bonjour à ceux qui peuvent m'écouter. Je suis marié, j'ai 3 ans. Nous avons 3 enfants avec mon épouse, 3 filles. Voilà, nous vivons dans le sud de la France, proche d'Albi. Pour aider les personnes atteintes de cette maladie, ainsi que leur famille et leur entourage, pouvez-vous nous raconter comment vous avez identifié que vous aviez un problème de santé? Peut-être est-ce vous, peut-être être votre médecin. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que ça a pu être identifié. Alors, je ne sais pas comment on peut appeler identification ou symptômes, je ne sais pas. Moi, j'ai rencontré depuis un certain nombre d'années, ça monte peut-être à 7-8 ans, des problématiques de miction, des troubles urinaires, ce qui m'a fait rencontrer en 21, ça remonte déjà à quelques années, un premier urologue donc, qui m'a donc fait quelques analyses par rapport à cette problématique et n'a rien trouvé de flagrant. J'ai fait une fibroscopie. Le PSA, lui, l'indicateur donc de la Au niveau de la prostate, prise de sang, oui. la prise de sang était relativement bas. Donc l'urologue n'a pas souhaité faire davantage. Donc j'ai eu un petit traitement médicamenteux, mais qui n'a pas du tout été significatif et qui n'a servi à rien. J'en suis resté là. Le PSA était bas. Et j'ai navigué pendant 2 ans, à attendre de retourner voir un nouvel urologue. Voilà. Premier symptôme, voilà, c'est un problème de miction, mais sans savoir qu'il y avait un cancer derrière. Donc une deuxième étape, qui elle était un peu plus concrète. Donc, à l'occasion d'une prise de sang pour une autre pathologie, on s'est rendu compte que le PSA avait fait un petit bond. Il était passé de 2022 à 3 et quelques à 4 et quelques. Donc, il a dépassé le seuil des prescriptions qu'on retrouve sur les ordonnances là. Donc, il a dépassé ce seuil-là et ça donnait l'occasion d'une nouvelle ordonnance pour aller voir un urologue. Je n'ai pas vu le premier qui est parti à la retraite, donc j'ai vu un second sur l'hôpital de Castres. Et donc, il a de suite opéré le protocole classique, hein, un doigté qui, lui, s'est avéré très bien. Jolie petite prostate, toute lisse, belle capsule, pas de problème. Mais par contre, comme ce PSA, lui, était en progression régulière, pas trop, hein, parce que 4 et quelques, bon, c'est pas du tout significatif, mais depuis quelques années, il n'arrêtait pas d'évoluer un petit peu, de plus en plus. Donc, il a décidé de se conforter d'un IRM. Et l'IRM a révélé il n'a pas vu de tache non plus, une zone suspecte, un spectre, quelque chose de pas clair. Et l'urologue, donc, a décidé de mettre en place une biopsie en 23, fin 23. Et cette biopsie, donc, s'est avérée positive. Sur 12 prélèvements, 2 étaient atteints avec un score, alors je ne sais pas pour les plus connaisseurs, le score Gleason de 8. Donc, apparemment, donc, état agressif. Et ensuite, comment s'est passé avec votre urologue ce dialogue?
par rapport au traitement? Qu'est-ce qui vous a été proposé et qu'est-ce qui a été fait? Alors oui, le premier rapport, lorsque j'ai appris cette nouvelle, c'était une grande claque. J'en suis resté abasourdi et je crois que j'en ai même pleuré devant lui, hein. Pas facile d'apprendre qu'on a un cancer. Non. Euh, donc, il était très sympa. Bon, ça a pris un petit peu de temps dans son cabinet, mais pas trop long, pas si longtemps que ça quand même. Mais bon, l'essentiel a été dit. Il a bien expliqué les tenants et aboutissants. Ça m'a un petit peu réconforté. J'en voulais un petit peu à la terre entière, quoi. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Un taux de PSA qui n'était pas tellement haut, un IRM qui ne voyait pas grand-chose, une IRM qui ne voyait pas grand-chose. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette tumeur qui était présente et qui était agressive. L'urologue, je voyais bien qu'il était aussi un peu suspicieux. Donc, il a fait faire une deuxième lecture de la biopsie. Et cette deuxième lecture, donc quelques semaines plus tard, s'est avérée plus avantageuse pour moi. Je suis passé en score inférieur, score 7. D'accord. Voilà, entre parenthèses 3 plus 4, c'est-à-dire un 7 qui bascule plus vers le score 6, qui est le score donc d'un cancer qui n'est pas évolutif. Mais malgré tout, je suis en score 7. Donc ce score 7 nécessite une intervention. Laquelle donc mon dossier était proposé en comité médical, hein, le RCP, uro-oncologique du CHU de Rangueil. Voilà, et quelques semaines plus tard, donc le verdict tombe. C'était le 7 juin 23. Le RCP me propose un traitement par chirurgie radicale, donc c'est l'ablation, ou la radiothérapie. Et un temps de réflexion m'a été donné. Donc, on rappelle que la RCP, ce sont des acteurs, des Oui. médecins qui se réunissent tous entre eux pour pouvoir proposer aux patients le meilleur traitement dans son cas. Et en sort ensuite, oui, effectivement, une proposition. Alors, comment est-ce que vous avez pu faire ce choix? Est-ce que vous l'avez fait seul ou est-ce que vous avez pu être aidé par, je ne sais pas, votre médecin traitant peut-être ou votre famille? Le parcours humain, on va dire entre guillemets, commence. Je me sentais un petit peu seul, hein, jusque-là. Heureusement que j'avais mon épouse pour m'épauler, mais bon, on se sent seul par rapport à l'inconnu. Et cette réflexion, alors déjà, j'en ai voulu à l'urologue ou au comité médical de me donner un choix. Oui, qui est complexe en fait quand on est néophyte. On vous donne un choix, c'est une horreur. Il faut connaître les tenants aboutissants complètement et c'est pas facile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un temps de réflexion, un temps assez long. Et alors, j'ai commencé par appeler un ami, déjà, pour prendre de ses nouvelles. Ça faisait un certain temps que je ne l'avais pas vu. Et lui apprendre mon cancer. Et là, bing, qu'est-ce qu'il me dit au téléphone? Incroyable coïncidence. Lui-même venait d'être Diagnostiqué également. il venait d'apprendre qu'il avait effectivement la même pathologie. Mais voilà, lui m'a devancé et m'a fait état de son parcours aussi, ce qui m'a déjà, pour moi, été très riche, hein. Donc, il m'a parlé de ses problématiques, il m'a parlé de ce qu'il connaissait sur cette maladie et les risques et également ce qu'on pouvait espérer de mieux derrière. Et puis, il m'a parlé de l'ANAMACAP, donc l'Association nationale des malades du cancer. De la prostate. De la prostate, effectivement. Donc, à partir de là, c'était un élément déclencheur. Un ami qui avait la même problématique que moi, avec qui je pouvais partager des choses voilà, très, 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 très intimes et diverses et variées. C'était énorme. J'ai pu contacter d'autres personnes par le biais de l'entourage, hein, des amis, de la famille qui avaient les mêmes problématiques. Voilà, s'entourer et obtenir des renseignements et des accompagnements. C'était très, très important pour moi. Et l'ANAMACAP, pareil, j'ai eu des interlocutrices très, très accueillantes qui ont pris le temps de bien discuter, qui m'ont orienté sur d'autres patients qui étaient là également au sein de l'association pour donner pas mal de renseignements sur les différents protocoles de traitement, sur leur approche eux-mêmes de leur propre maladie, ce qu'ils ont pu vivre, notamment en couple. C'est très important. Et puis également les conseils d'obtenir plusieurs avis médicaux dont j'avais besoin d'ailleurs, hein. Ce que j'ai entrepris donc par le biais de mes propres recherches sur le net, par des livres que j'ai un petit peu parcourus, pas trop. Mais mes recherches ont été fructifiantes.
Le deuxième avis que j'ai demandé par le biais donc d'Internet, de votre site, était également très très important pour moi. Oui, deuxièmeavis.fr. Deuxièmeavis.fr, riche en informations. Voilà, ce temps de réflexion, c'est toutes ces recherches-là, ces discussions, etc., qui m'ont amené donc à prendre la décision de l'ablation. Donc ces décisions, je les prises fin juin. Voilà, en demandant une date différée de l'intervention en novembre 24. Voilà, je voulais avoir le D'accord. temps de m'y préparer. Donc c'est tout récent, une intervention toute récente. Donc pour résumer, grâce à des discussions, à des rencontres, par le biais d'associations, par un deuxième avis médical, par une discussion avec un ami proche qui traversait le même parcours que vous avez pu avoir et prendre surtout une décision éclairée. Et cette décision était l'intervention qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous êtes bien remis de cette intervention? Écoutez, oui, il y a donc, elle date d'une dizaine de jours seulement. Voilà, les premiers jours étaient un petit peu délicats. C'est une opération, donc la célioscopie robotisée qui nous permet finalement d'être libéré assez tôt de l'hôpital. On en sort le lendemain de l'opération, c'est incroyable. Bon, effectivement, après, on se retrouve un peu seul chez soi. Heureusement que pour les gens qui sont accompagnés, qui ont leur épouse à côté, c'est important. Je pense à ceux, moi, qui sont seuls, c'est pas non plus facile. Mais sinon, la récupération est assez rapide. Moi, au bout de 10 jours, je me sens très bien. Voilà, les cicatrices se referment bien. Je n'ai pas de problème d'incontinence, la sonde est partie, tout va bien, je me sens vraiment en forme. Donc, c'est une belle suite opératoire. Et maintenant que Ouais. l'intervention est passée, quelles sont les suites? Est-ce que vous avez des traitements particuliers ou est-ce que vous avez un suivi qui a été mis en place? Non, les traitements non, sont très très limités. Non, il n'y a presque rien. Je pense que le chirurgien laisse un petit peu le corps et l'esprit à se refaire, à reprendre un petit peu la voie normale de la vie de tous les jours avant de se revoir, donc début janvier. Non, moi je n'ai pas de traitement particulier parce que je pense que mon opération, non seulement c'est bien passé, mais le niveau du cancer n'était pas si agressif que ça. Il n'a pas touché d'autres tissus ni rien. Donc je pense que l'enlèvement de la prostate était propre. Et en fait, je n'ai pas de séquelles derrière. Je n'ai pas de sang dans les urines. Voilà, on pourrait parler pas mal de détails. Ça sert peut-être à rien, mais voilà, moi, Une, c'est passé chez moi en tout cas. C'est très propre dans le bon sens du terme, à tout niveau. Et la récupération est aussi rapide. donc une belle suite opératoire, Voilà. Alors, je pourrais peut-être post-opératoire. simplement, voilà, je voudrais simplement peut-être rajouter dans le parcours final. Je pense que c'est important dans peut-être les conclusions de notre discussion. Lorsque j'ai pris la décision de l'ablation, donc un rendez-vous était pris avec un chirurgien sur le mois d'octobre, hein, quelques mois après ma décision, juste un mois avant l'opération. Donc j'ai rencontré ce chirurgien et je lui ai parlé d'un autre traitement, un autre traitement innovateur que vous connaissez, hein, c'est l'IFU, le traitement par ultrasons Oui. focalisé. Il était en essai clinique depuis une dizaine d'années, je crois, en France. Il est opéré, il y a pas mal d'opérations qui se font à ce niveau-là, mais moi, il ne m'a pas été proposé. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. Dans votre cas à vous, le médecin a jugé que ce n'était pas la meilleure alternative pour vous. Alors, le premier urologue a jugé que c'était peut-être trop tôt par rapport à ce traitement-là, qui n'était Mm. peut-être pas non plus encore vraiment sûr. Bon, moi, j'ai voulu en savoir davantage. Donc, je me suis documenté, je me suis renseigné un petit peu partout. Tous mes paramètres d'analyse rentrent dans ce cadre-là, où je peux prétendre à ce traitement qui, lui, préserve la prostate. Mais Oui, par tout contre, à bon, fait. va brûler la tumeur par des rayons de haute température et préserve donc n'a pas de conséquences après sur le fonctionnement de tout le système, on va dire. Par contre, il y a d'autres petits risques derrière, mais bon, tout ça, c'est à jauger. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu un deuxième temps de réflexion entre ablation et ultrason. Le chirurgien donc, qui m'a reçu pour l'ablation m'a fait rencontrer un autre chirurgien, spécialiste de l'ultrason. Nous avons discuté ensemble. Et voilà, donc je suis reparti
sur 2 semaines de réflexion pour finalement rester sur ma première position qui était l'ablation. Voilà. Je voulais simplement rajouter ça, simplement pour passer le message dans le sens où c'est bien quand on a un problème d'essayer d'avoir effectivement plusieurs avis et de faire des recherches aussi soi-même. Voilà, se bouger un petit peu pour bouger un peu les lignes. Voilà. Pour savoir quel traitement est proposé et ensuite quel traitement est le plus indiqué dans le cas de chaque patient, parce que chaque cancer est Oui, bien sûr différent. sachant que le choix final nous appartient. Moi, j'en ai voulu au départ au monde médical d'imposer des choix. Et bien, je me rends compte qu'effectivement là, ces choix nous appartiennent complètement. Et c'est bien parce que ça nous permet de bien réfléchir, d'affiner, de se renseigner pour chaque détail sur les conséquences, sur l'avenir, etc. Et il y a plein de choses personnelles qui rentrent en jeu et qui fait qu'on se pose sur un choix et pas d'autre. Comment avez-vous pu gérer ces défis émotionnels et psychologiques liés à la maladie? Avez-vous eu de l'aide de psychologues ou de votre famille? Alors écoutez, non, je n'ai pas vu de psychologue. Je pense que mes recherches du quotidien, mon combat personnel pour apprendre et contrôler l'après, m'ont consolidé dans mes doutes. Et puis, mon épouse, mes filles, mes amis bienveillants, tout ça, ça vaut tous les psychologues du monde. Être bien entouré. Je me rends compte que cette maladie, alors je me rends compte parce que je le touche du doigt, on le savait avant, on savait très bien que lorsqu'un proche est malade, bien souvent c'est l'entourage qui est plus malade que celui qui a la maladie. Je parle de morale, hein, je parle de combativité. Et bien effectivement, moi ça m'arrive, j'ai quelque part un apaisement sur d'autres sujets dans ma vie, comme par exemple un conflit professionnel qui est assez désastreux pour moi depuis pas mal d'années. Et bien en perte de vitesse, j'étais dépressif. Et grâce à ce cancer, je ne vais pas dire merci cancer, hein, mais on le place en priorité et finalement on se relève de pas mal de choses. On arrive à relativiser des choses qui sont finalement pas si importantes que cela. On se donne beaucoup plus de force. C'est dingue, quoi. C'est incompréhensible. Il faut le vivre pour le ressentir. Voilà, moi je crois qu'un bon entourage autour de ça, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et humainement, on est tout un groupe avec de bons sentiments derrière. Et voilà, on arrive à voir l'avenir assez positivement. Et Oui. concernant le vécu, parce que vous avez donc un parcours qui est assez long, déjà sur 2-3 ans. Oui. Comment avez-vous pu surmonter l'annonce de ce diagnostic et ensuite parcourir votre parcours vers la guérison? Je ne sais pas ce qu'on peut entendre par guérison. Là, je me suis fait opérer donc, il y a 10 jours. Pour moi, c'est une première étape, hein. Je pense que là, il y aura d'autres étapes qui vont s'en suivre, puisque chaque personne opérée, voilà, la prostate est déjà en analyse pour voir s'il n'y a pas de besoin de rayon X complémentaire ou pas. Voilà. Après, il y a la récupération au niveau de toute la partie qui traite la sexualité. Voilà, tout ça, il y a pas mal d'étapes, en espérant qu'il n'y ait pas de récidive derrière aussi, que je rentre dans ce grand pourcentage d'hommes où il n'y a pas de récidive derrière. Donc voilà, je pense que les étapes, il y en aura d'autres, hein. Et quels conseils donneriez-vous à des personnes qui traversent les mêmes situations de santé que vous? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire et quels conseils leur donneriez-vous? Alors, je pense que là, je pourrais leur donner 3 conseils. Le premier, un cancer n'arrive jamais par hasard. Le stress de la vie d'aujourd'hui fait qu'on attrape plus facilement des maladies. La fatigue, voilà, c'est un stress toxique détruit une personne, mais quelle qu'elle soit, hein. Ça a beaucoup de conséquences sur la santé. Donc la première recommandation, c'est de placer sa santé morale et physique en priorité. Pas se le dire, mais surtout trouver le courage de le faire. Voilà, bannir ce qui n'est pas bon et se soigner, bien manger, faire du sport, se sentir bien, rire, sortir, etc. Et déstresser. Ensuite, s'il y a effectivement un cancer qui est décelé, ben, il ne faut pas s'empresser, surtout pas, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire jouer le relationnel, l'entourage. S'il n'y a pas d'entourage, eh bien, on en provoque de l'entourage. La NAMACAP, c'est un bon outil de départ pour des gens qui n'ont pas trop de connaissances à droite, à gauche. C'est un tremplin, un premier tremplin pour avoir beaucoup de renseignements, de la documentation, des relations humaines. L'association est faite pour cela.
Et je les en remercie, hein, j'y suis adhérent d'ailleurs aujourd'hui. Elle m'a permis également d'avoir des noms de chirurgiens. C'est l'Anna Macap qui m'a donc donné l'idée de passer par le deuxième avis.fr. Ne pas s'empresser, ne pas avoir peur et se renseigner au maximum, parce que derrière, il y a toujours des solutions à tout. Et puis une troisième peut-être recommandation, c'est surtout avoir confiance en la médecine et en l'avenir, car il peut être humainement prometteur et gagnant à bien des égards. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous, Frédéric, votre expérience. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin? C'est vrai que vous nous avez déjà bien partagé vos conseils. Oui, écoutez, je dirais quoi? Il y a de bonnes ressources autour des maladies. À nous de nous en saisir. Je vous remercie en tout cas. Merci Frédéric pour votre témoignage. Je suis sûre que votre histoire pourra aider de nombreuses personnes. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Frédéric. Si ce témoignage vous a inspiré ou touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit sur En quelques mots.